Dans ce quatrième épisode de ma série dédiée aux débutants dans laquelle nous allons créer ce jeu de type top-down shooter, nous allons créer notre tout premier blueprint qui va permettre de représenter un personnage de notre jeu, qu'il s'agisse du héros ou de ses ennemis. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec votre like et votre commentaire. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de payer votre vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu ci-dessous, en laissant un commentaire sympa du genre j'ai la banane et en partageant ça autour de vous. Allez, c'est parti. Alors dans l'épisode précédent, je vous ai fait une présentation des classes qu'il était important de connaître si vous voulez travailler avec Unreal Engine. Et dans cet épisode-ci, nous allons créer notre propre classe au travers de notre tout premier blueprint. Donc ici, la classe que nous allons créer va hériter de la classe caractère qu'on a présentée dans l'épisode précédent. Et elle aura ainsi les mêmes components qu'un personnage de base, comme par exemple une capsule pour gérer les collisions ou même la gestion de mouvement avec le character movement component. Et en plus de ces composants de base, on va y ajouter les fonctionnalités qui seront propres à notre propre classe personnage. Donc les fonctionnalités qui vont être propres à notre classe personnage seront relativement simples puisqu'elles vont permettre de gérer les points de vie de ce dernier. Et ces fonctions pourront non seulement retirer des points au personnage, des points de vie au personnage, mais aussi envoyer un signal si jamais les points de vie atteignent 0 et que le personnage est donc censé mourir. Et la force de notre implémentation, c'est que lorsque nous allons créer le blueprint du héros et de ses ennemis, nous allons faire en sorte qu'ils héritent de cette classe de manière à ce qu'ils aient eux aussi accès aux fonctionnalités liées à la gestion des points de vie. La logique permettant de gérer les points, les points de vie, c'est la même, peu importe que ce soit le héros ou les ennemis. Donc plutôt que de dupliquer le code lié à la gestion des points de vie d'un blueprint à l'autre, autant coder une seule fois la logique dans une classe mère pour utiliser les avantages proposés par l'héritage en programmation. Donc là, de retour sur notre projet d'Unreal Engine, ici nous allons créer le blueprint de notre personnage et avant tout je vais faire une petite parenthèse assez rapide. Peut-être que vous voyez là ces deux dossiers-là, Engine Content et Engine C++ Classes. Alors ces deux dossiers-là contiennent du code qui est vital à Unreal Engine. C'est tout simplement le code d'Unreal Engine qui permet de le faire fonctionner. Donc attention, vous pouvez explorer tout ça, récupérer des fichiers si vous avez besoin et tout, lire le code même si vous essayez de comprendre comment ça fonctionne, mais ne faites surtout pas de modifications dans ces deux dossiers-là, parce que vous risquez de flinguer votre installation d'Unreal Engine. Si jamais vous voulez récupérer un matériau de l'engine et tout pour l'observer, tout ça, vous pouvez le copier directement dans un de vos dossiers du content et vous observez tout ça, mais ne les modifiez pas directement dans ces dossiers-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les afficher et pour les cacher, ces dossiers-là? Vous allez venir ici, donc là, je vais me mettre en plus petit, hop, dans View Options, vous avez Show C++ Classes et Show Engine Content. Vous pouvez cocher ces deux cases-là, ça va s'afficher, mais dans notre cas, on n'a pas besoin, donc je vais décocher ces deux trucs-là. Hop, on revient en mode normal. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans le Content, je vais faire entrer dans le dossier Top-Down Shooter, je vais faire un clic droit, New Folder, et je vais taper Core, C-O-R-E. Alors, ce dossier-là, c'est le dossier qui va contenir les éléments importants de notre projet. Donc ici, je vais faire un clic droit, je rentre dans le dossier Core, je fais un clic droit, et je vais faire Blueprint Class. Donc on va créer un nouveau Blueprint. Et donc là, vous allez voir qu'on a les classes que nous avons présentées dans l'épisode précédent. Donc l'actor, le pawn, le caractère, le player controller, le game mode et les components. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une classe qui va hériter de caractère. Donc là, ici, on doit choisir de quelle classe est-ce qu'on va hériter en créant ce blueprint-là. Et là, je vais prendre caractère. Donc ici, je vais appeler ça BP underscore, donc le tiré du 8, caractère. Alors, ce truc-là, qu'est-ce que je viens de faire? Ici, je viens d'utiliser une convention de nommage. Et lorsque vous travaillez sur des projets Unreal Engine, qui peuvent devenir de plus en plus gros à force, il est préférable de travailler avec une convention de nommage que vous allez respecter tout au long de la création du projet. Donc, dans mon cas, j'utilise la convention proposée par Alar, que vous pouvez trouver sur Internet. Donc là, je vais venir sur Internet assez rapidement, Google. Vous allez taper Alar Style Guide. Et donc, vous cliquez là sur le lien GitHub, vous prenez alar/UE4StyleGuide, et en fait, lorsque vous allez ouvrir ce truc-là, vous allez voir là, en fait, qu'il propose une organisation de vos projets. Donc, c'est ici que j'ai vu qu'il fallait utiliser un dossier core et tout. Donc là, on peut voir, par exemple, que si on utilise un asset de type Blackboard, on fait bb majuscule underscore et le nom du fichier. Donc, je vous invite à lire ça. C'est un document sur lequel on revient assez souvent. Donc, dans mon cas, à chaque fois que je ne sais plus comment est-ce qu'on fait le préfixe d'un asset en particulier, je reviens souvent ici. Donc là, de retour sur mon projet. Ici, vous savez donc pourquoi j'ai appelé ça BP caractère. Et on va passer à la suite. Même si je vous ai fait une présentation de ce qu'est un blueprint dans l'épisode précédent, je vais vous faire une autre présentation cette fois-ci avec l'interface, histoire de mieux visualiser tout ça. Donc là, je vais ouvrir le BP caractère.
ça va me donner cette interface-là. Et en fait, qu'est-ce qu'un blueprint concrètement? C'est un objet qui permet, un asset qui permet d'implémenter la logique au sein d'un acteur. Donc par exemple, si on prend un blueprint qui représente un bouton, on peut faire en sorte ici de coder dans le blueprint les interactions qui font que lorsqu'on appuie sur le bouton, on va ouvrir une porte par exemple. Et du coup, pour créer un blueprint, on va définir dans un premier temps les components, autrement dit les blocs de construction qui le composent. Par exemple, dans le cas d'un caractère, ce dernier est composé d'un capsule component. Donc ici, c'est cette fameuse capsule-là qui va permettre, comme j'expliquais dans un des épisodes précédents, de calculer, de gérer les collisions du personnage avec le reste du monde. Donc on pourra savoir grâce à cette capsule si le personnage entre en collision avec un autre personnage ou avec un mur qui va l'empêcher d'avancer. Ensuite, le second component, c'est le arrow component qui représente juste en fait une flèche qui permet de savoir dans quelle direction est-ce que cet acteur regarde. Donc par convention, comme j'expliquais plus tôt, l'axe X permet de pointer vers l'avant. Donc on peut voir que cette flèche-là est alignée sur l'axe X. Et enfin, on a le mesh ici. Un mesh, c'est en gros une représentation graphique d'un objet. Donc là, je vais monter ça, c'est un peu le modèle, c'est le modèle 3D en fait d'un objet. Donc là, dans Skeletal Mesh, on va déjà commencer à peupler tout ça. Ici, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais venir chercher le SK mannequin. Alors attention, vérifiez bien que vous avez le SK mannequin. Ici en bas, je ne sais pas si vous voyez la petite boîte de dialogue, il y a Path, il faut que ce soit le Anime Starter Pack. Parce qu'en fait, on a importé plusieurs packs d'assets plus tôt dans le tout premier épisode. Et en fait, il y a plusieurs mannequins et on va prendre celui qui est dans le dossier Asset Anime Starter Pack UI4 mannequin / mesh. Donc je prends ça. Et vous allez voir qu'on aura donc notre personnage principal qui va apparaître ici. Donc là, ce personnage-là, on va l'aligner avec la capsule parce que le bas de la capsule représente le sol, là où il pose les pieds, et le haut représente sa tête. Donc, un peu comme dans l'épisode précédent, ici je vais me mettre en mode right par exemple. Comme ça, je pourrais placer plus précisément le mannequin de manière à ce que ses pieds soient alignés correctement sur le bas de la capsule. Donc là, on peut mettre à moins 90, ou si on veut aller plus précisément, comme dans le second épisode de cette série, on peut venir ici et changer le snapping à 1, et en fait on va pouvoir remonter ça à moins 88 pour être beaucoup plus précis. Donc là, je remets ça en mode perspective, et étant donné que la flèche pointe dans cette direction, donc le forward, donc l'axe qui pointe vers l'avant, on va faire pivoter le mannequin. Hop, je fais une rotation. Oups, je préfère avoir le snapping pour le coup. Je vais mettre ça à environ 90. Donc ici, dans la rotation, on peut mettre le Z à moins 90. Et voilà. Et donc là, on a bien le mannequin qui pointe dans la bonne direction. Alors donc maintenant que la présentation du component mesh est faite, je vais vous présenter le dernier component important, c'est le character movement. Alors le character movement, il s'agit comme présenté plus tôt d'un component qui permet de faciliter les déplacements du personnage. Donc toute la logique des déplacements a été codée et on a juste à utiliser les fonctionnalités qui sont proposées par ce component. Donc ici, vous pouvez voir que si je clique là, on a un onglet Details qui permet de visualiser les détails du component et on peut ajuster ces paramètres en fonction de nos besoins. Donc ici, par exemple, si je sélectionne le Character Movement Component, on a ici le Jump Z Velocity qui représente en fait l'impulsion, la force de l'impulsion qui va être donnée au personnage lorsqu'il va sauter. Donc plus ce truc-là sera élevé, plus le personnage va sauter haut. Dans le cas du Capsule Component, je ne l'ai pas présenté, mais ici, on peut aussi changer les collisions, avec quel type d'objet est-ce qu'on entre en collision, on peut choisir la hauteur et la largeur de la capsule, etc. pour correspondre à nos besoins. Donc dans mon cas, tous ces paramètres de base me suffisent largement, et donc du coup, une fois que tous ces components ont été définis et paramétrés correctement, on va devoir coder la logique qui va permettre de définir comment fonctionne cet acteur blueprint. Donc par exemple, c'est grâce à cette logique qu'on va pouvoir dire que ici, par exemple, si jamais un projectile touche cette capsule, dans ce cas-là, on doit retirer 5 points de vie au personnage. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Peut-être que vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on utilise une capsule pour gérer les collisions et pas le personnage? C'est tout simplement pour un souci d'optimisation. Dans un souci d'optimisation, ici, un personnage, si vous mettez ça en mode wireframe, vous allez voir que le personnage est composé de plusieurs points, plusieurs arêtes, plusieurs faces. En fait, en gros, si on devait calculer les collisions de cet objet-là avec les projectiles, il faudrait calculer les collisions avec chacun des points. Donc, admettons le projectile est ici, on va prendre chacun de ces points-là et on va vérifier, écoute, est-ce que tu touches le projectile? Et donc là, vous imaginez bien que si jamais on fait ce calcul-là avec ce mesh plutôt qu'avec la capsule, ça va coûter beaucoup plus cher. Ici, la capsule, on n'a que quelques points et une forme relativement basique qui permet de demander moins de ressources au processeur pour calculer justement toutes ces collisions. Donc, en ce qui concerne la logique d'un blueprint,
print. Tous les éléments de cette logique sont répertoriés ici. Et pour les créer, nous avons besoin d'ouvrir l'Event Graph. Donc l'Event Graph se trouve ici dans mon cas. Et si jamais vous n'avez pas cette fenêtre de disponible, vous pouvez venir cliquer ici sur Event Graph. Donc vous double-cliquez et ça va vous ouvrir ce truc-là. Donc l'Event Graph, je vais vous présenter un petit peu la logique de tout ça et nous allons coder nos premiers événements et premières fonctions. Alors, l'Event Graph, lorsque vous allez l'ouvrir pour la première fois, vous allez avoir ces trois boîtes-là. Ces boîtes-là, on les appelle des nœuds ou des nodes sur Unreal Engine. Ils sont par défaut ici parce que c'est des boîtes, c'est des nœuds qu'on utilise assez souvent. Donc là, je vais fermer ce truc-là. On a quasiment tout le temps besoin de ces nœuds-là. Et donc, je vais vous faire une petite présentation assez rapide de ce qu'ils font. Donc, l'Event Begin Play, ici, c'est en fait... l'événement, c'est en gros, lorsqu'il va se passer quelque chose, on va lancer une fonctionnalité qui sera codée sur cette partie-là. Alors, le Begin Play, il va être lancé à quel moment? Il va être lancé au moment où le personnage entre en jeu. Dès que le personnage est placé sur la scène, boum, on va lancer le Begin Play. Donc ici, je vais vous montrer un petit exemple. Je vais faire un print string. Et en fait, ce truc-là va afficher le mot hello à l'écran lorsque le personnage va entrer dans le jeu. Donc je vais prendre le caractère, je vais placer ça dans le monde, juste comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, et je vais cliquer ici sur New Editor Window. Donc là, ça a ouvert bien sûr sur mon autre fenêtre, et là si je relance, on a bien le mot Hello qui apparaît ici. Donc le Begin Play permet de lancer une fonctionnalité qui passe par ici, et qui va appeler cette fonctionnalité-là, print string, qui permet d'afficher quelque chose à l'écran. Donc le Begin Play est lancé lorsque le personnage entre dans le monde. Ici, le actor begin overlap, en fait, ce truc-là, à quel moment est-ce qu'il va appeler? C'est lui qui va permettre de définir justement les collisions qu'il y aura avec d'autres acteurs de la scène. Donc, par exemple, on a sur Unreal Engine deux types de collisions. On a le hit qui représente le fait de se cogner, et overlap qui représente en fait le fait de se superposer l'un sur l'autre. Ce nœud peut être pratique par exemple pour gérer le moment où un projectile entre en contact avec le héros en traversant la capsule. Donc overlap, c'est le fait de se superposer à un autre acteur. Et enfin, le event tick ici, c'est un événement qui va être lancé à chaque fois que l'image de l'écran en jeu est rafraîchie. Si par exemple on a un jeu qui tourne à 120 fps, donc 120 images par seconde, tout ce qui se passe ici va être appelé 120 fois par seconde. Donc je vais brancher le print string ici et je vais lancer ça, et vous allez voir qu'on a beaucoup de hello qui apparaissent d'un coup à l'écran, tout simplement parce que ce message-là est affiché 120 fois par seconde. Donc chaque instruction sur Unreal Engine et en programmation en général ont un coût, c'est-à-dire que ça demande au processeur de faire un calcul pour afficher tout ça, et du coup faites bien attention parce que l'event tick, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec parcimonie. Si jamais vous en abusez, vous allez faire 120 opérations qui risquent d'être lourdes sur le processeur, et c'est ce qui va faire que votre frame va tomber ou vos performances ne vont pas être top. Donc maintenant je vais vous présenter assez rapidement l'anatomie d'un nœud. Donc là ici on a un nœud de type événement, donc event, et en fait ça c'est un nœud qui est lancé lorsqu'un événement particulier est lancé. Donc lorsqu'on commence le jeu, à chaque fois qu'on rafraîchit l'image, lorsqu'on overlap un autre acteur, donc lorsqu'on est superposé à un autre acteur, et en fait ici on a ce qu'on appelle des paramètres. Donc ici par exemple l'event tick, lorsqu'on va sortir par le delta second ici, ça représente en fait le temps que l'event tick a pris pour être relancé. C'est-à-dire si on est sur une image T, ici ce temps-là va être égal au temps qui a pris pour arriver à T plus 1, à l'image suivante. Ensuite là, dans le cas du print string, c'est intéressant parce que en gros, il faut voir les nœuds comme des boîtes noires. Les nœuds ont une entrée qui rentre ici dans le câble d'exécution, donc le câble blanc représente l'exécution. En gros, ça veut dire que si jamais je mets ça, puis par exemple ici un set actor location, en fait l'exécution va se lire de gauche à droite. Donc on va d'abord à chaque frame lancer le print string et ensuite on va lancer le set actor location. Et donc l'anatomie de tout ça, c'est que ici on va rentrer par là, on va donner des paramètres en entrée, donc là le texte qu'on veut afficher, j'ai déplié les détails pour vous montrer qu'il y a aussi d'autres paramètres. On peut par exemple choisir la couleur du texte, le temps que le texte va afficher à l'écran, etc. Et ici on va sortir. Donc chaque nœud fonctionne comme une boîte noire. On s'en fout de savoir comment ça a été codé, tout ce qu'on sait c'est qu'ils vont faire quelque chose qui est défini soit par le nom, soit par la petite boîte de dialogue que vous pouvez voir apparaître ici. Donc ici ça affiche un texte à l'écran. Et donc là le set actor location c'est à peu près la même chose. Ici target is actor veut dire que ce nœud là ne fonctionne que lorsqu'on l'appelle au sein d'un acteur ou sur un acteur.
Et donc là, le target, c'est quel acteur va appeler cette fonctionnalité-là. Et en fait, le self, ça veut dire soi-même. Donc c'est l'acteur dans lequel on se trouve. Donc ici, on donne des paramètres en entrée. Et lui, une fois qu'il a fini d'exécuter ce qu'il a exécuté, il va sortir par là et on peut réafficher par exemple un autre print string. Et en plus de ça, il va renvoyer un peu, on dit qu'il renvoie des valeurs. Et ici, on a par exemple une valeur sweep hit result et une valeur value. Donc en gros, une fois qu'il a calculé, donc que la boîte noire fait tout ce qu'il faut faire, la boîte noire renvoie les données, le résultat de ses calculs. Et ensuite, on continue l'exécution et ainsi de suite. Donc libre à vous de réorganiser tout ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça se lit exactement dans ce sens-là. Donc là maintenant, on va pouvoir commencer à coder la logique de notre blueprint. Donc je vais supprimer ça, j'ai plus besoin. Et je vais venir ici, dans variable, je vais faire un plus là. Et je vais appeler ça health points. Alors, une variable, en fait, c'est quoi? En gros, c'est comme une boîte dans laquelle on va stocker quelque chose. Donc une valeur, un objet, ce qu'on veut. Et cette boîte-là, elle ne peut contenir qu'un et un seul objet. Donc l'objet, il faut qu'il soit d'un type bien précis. Donc dans notre cas, ici, c'est la variable health points. Donc ça va représenter les points de vie du personnage. Et on veut stocker un nombre qui va représenter justement la quantité de points de vie qui lui reste. Donc ici, dans variable type à droite, là, dans l'onglet details, vous allez cliquer sur ce bouton-là et vous allez choisir float. Alors là, on vient de changer le type de la variable. Vous voyez qu'il y a une couleur correspondante, donc c'est le vert, et ça permet de dire que c'est un float. Un float, c'est quoi? C'est un nombre à virgule flottante, c'est-à-dire que c'est un nombre qui a une virgule, tout simplement une décimale. Donc là, maintenant qu'on a ce truc-là, j'aimerais définir une valeur par défaut. Donc en gros, la valeur par défaut, étant donné que ce sont les points de vie, je vais mettre ça à 100 points de vie. Et donc pour définir cette valeur-là, je viens ici dans Default Value et vous voyez qu'il y a un message qui dit « Please compile the blueprint ». Donc compile the blueprint, en fait ici, c'est ce bouton-là. Ils veulent qu'on appuie sur ce bouton-là. Et qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça va prendre toute la logique qu'on a créée et ça va faire le lien, ça va en gros coudre toutes ces connexions-là en arrière-plan parce que le code va être exécuté en C++ derrière. Et du coup, il va faire toutes les connexions pour que lorsqu'on lance le jeu, tout fonctionne bien. Donc là, il sait qu'il y a une variable, mais il a besoin de connecter tout ça en arrière-plan pour pouvoir ensuite définir une valeur par défaut. Donc je vais cliquer sur Compile, hop, et vous allez voir qu'on a donc ici Health Point qui apparaît si jamais on sélectionne la variable, et on peut mettre sa valeur par défaut à 100. Donc je recompile pour dire, écoute, maintenant que j'ai défini cette valeur-là, je vais coudre tout ça en arrière-plan, et on peut passer à la suite. Donc là, maintenant que nous avons créé une boîte dans laquelle on va stocker la valeur des points de vie du personnage, on va créer notre première fonction qui va nous permettre en gros de modifier cette valeur-là si jamais on reçoit des dégâts ou des choses comme ça. Donc ici, dans Functions, vous allez venir sur le petit plus et ça va vous créer un nouvel onglet et ça va s'appeler New Function 0. Donc on va appeler ça Update Health Points. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? En gros, une fonction, on l'a déjà utilisé plutôt. C'est en fait un truc comme le print string. Ici, print string, c'est une fonction. Donc, c'est comme une boîte noire qui va remplir une fonction spécifique, comme par exemple le print string qui affiche du texte à l'écran. En gros, plus tard, une fois qu'on a créé cette fonction-là, on pourra faire appel ici, par exemple, je fais update health points. Et en fait, on va pouvoir faire appel à la fonction qu'on a créée et on s'en fout de savoir ce qu'elle fait. On sait juste qu'elle met à jour les points de vie. Un peu comme le print string finalement. Une fois qu'on utilise le print string, ça fonctionne comme une boîte noire. On ne veut pas savoir comment ça fonctionne en arrière-plan. On sait juste que ça va afficher du texte à l'écran. Donc là, ici, une fonction peut prendre en entrée des paramètres. Donc je vais remettre plutôt le print string ici. On peut prendre en entrée des paramètres, donc ici on a le hello et tout le reste, et donc là le update health points va mettre à jour les points de vie. On va pouvoir augmenter les points de vie du joueur par exemple si jamais il a gagné, il a ramassé un objet qui régénère sa vie, ou on pourra réduire les points de vie. Et donc pour faire entrer tout ça, on va venir ici dans Inputs, on sélectionne le update health points, et dans Inputs vous allez cliquer sur le petit plus, et vous allez appeler ça delta. On va mettre ça en mode float parce que ça c'est un nombre. Et donc delta, c'est quoi? En général, en mathématiques, lorsqu'on dit delta, c'est en fait une différence. Quelle est la différence qu'on va appliquer sur les points de vie? Donc si on a 100 points de vie et qu'on fait 5 points de dégâts, le delta va être égal à moins 5. Et donc, une fois que ça s'est fait, on va définir aussi les outputs. Donc, output ici, en fait, c'est qu'est-ce qu'on va récupérer. Si vous vous rappelez bien, on avait le setActorLocation qui permettait de récupérer certains résultats. Et nous, en sortie, on va vouloir récupérer la nouvelle valeur des points de vie. Donc ici, dans le output, je vais faire un petit plus. Voilà, vous allez voir que ça va me mettre un return node. Et je vais appeler ça new health.
Donc new health, ça va être la nouvelle valeur des points de vie. Donc vous voyez qu'on entre ici et qu'on sort là. Donc une fois qu'on aura fait toute la logique ici, on va sortir avec la nouvelle valeur des points de vie. Donc je peux supprimer le print string ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va entrer dans la fonction, on va prendre ce delta, que ce soit plus 5 ou moins 5, et on va l'ajouter au point de vie, donc à ce qui est contenu dans la boîte health points. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la boîte health points, je vais lâcher ça là, et je vais prendre get health points. Donc le get health points, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qu'il y a dans la boîte health points et il va récupérer cette valeur-là. Donc nous, on va prendre cette valeur-là et on va l'additionner au delta. Donc je tire un câble ici, je fais un plus, voilà. Et donc là, on a un autre node Blueprint qui, lui, n'a pas de pin d'exécution puisqu'il permet juste de faire un calcul. Donc le health points, on va brancher ça là. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va additionner ce qui est branché ici avec ce qui est branché ici. Donc si vous cliquez sur le petit plus, on peut ajouter encore d'autres éléments. Je peux ajouter par exemple plus 2 si jamais je veux ou des choses comme ça. Et faire un clic droit là et faire un remove pin pour retirer cette partie-là. Donc là, pour me déplacer d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, je maintiens le bouton droit de la souris enfoncé et je bouge tout simplement. Donc là, maintenant qu'on a appris l'entrée, donc le delta plus le health points, on va stocker cette nouvelle valeur qui est donc ici. On va restocker ça dans health points. Et comment est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, on va prendre le health points et on va faire un set health points. Donc vous allez voir que cette fois-ci, on a un pin d'exécution. Donc je vais brancher ça là et ensuite je vais sortir ici. Donc ce pin d'exécution là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer là, il va prendre ce qu'il y a dans le health points et il va mettre la nouvelle valeur qu'on a ici. Si jamais vous ne branchez pas, il va mettre 0 et en plus de ça, il va sortir le nouveau résultat par là. Donc là, je vais prendre le résultat qu'on a calculé ici, je vais brancher ça dedans et une fois que c'est fait, je vais brancher ça là. Donc là, on a calculé les nouveaux points de vie du personnage en fonction du delta et ici, on appelle ça un getter et ça un setter. Donc le get, ça permet de récupérer la valeur qui est contenue dans une boîte, donc dans une variable, et le setter, ça permet de changer la valeur qu'il y a à l'intérieur. Alors attention, une variable ne peut contenir qu'une et une seule valeur. Donc une fois qu'on a écrasé le health points ici, il est impossible de récupérer l'ancienne valeur du health points, sauf si on a stocké cette ancienne valeur dans une autre boîte qui, elle, peut contenir une valeur. Donc là, ici, il me reste un dernier truc à faire. C'est une bonne habitude qu'il faut prendre en tant que programmeur et développeur de jeux vidéo, tout simplement. Vous allez sélectionner cette partie-là, tous ces nœuds-là, et vous allez appuyer sur la touche C de votre clavier. Alors, ça va vous créer cette boîte-là qui s'appelle un commentaire, donc comment en anglais. Et en fait, qu'est-ce que c'est? En gros, cette partie-là, ça ne va pas influencer sur la logique, ça va juste vous permettre de mettre des notes et de noter qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Peut-être que vous aurez une logique tellement complexe que vous n'allez plus vous rappeler de ce que ça fait. Donc là, ici, je vais prendre ça et je vais taper un petit commentaire, met à jour les points de vie du personnage. Donc ici, il va prendre le delta et tout, et on sait que à la fin de ce truc-là, on aura les nouveaux points de vie. Donc une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à compiler pour relier tout ça en arrière-plan. Alors maintenant qu'on sait mettre à jour les points de vie du personnage, il nous reste un dernier truc à vérifier, c'est qu'à chaque fois qu'il va perdre des points de vie, on va quand même vérifier s'il lui reste encore des points de vie, parce que sinon il faudra envoyer le signal que le personnage est mort. Et à quel moment est-ce qu'il meurt? C'est lorsque les points de vie sont inférieurs ou égaux à 0. Donc là, maintenant, je vais créer une autre variable. Ici, je vais venir dans Variables, je vais cliquer sur le petit plus, et je vais venir changer le type. Donc ici, je vous ai montré qu'on pouvait changer le type ici, mais on peut aussi le changer là. Vous cliquez sur le petit truc, la petite pastille, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et vous choisissez Boolean. Alors Boolean, en général, les variables avec la petite pastille rouge, on commence le nom tout le temps par un B minuscule. Donc je fais B minuscule, et je vais appeler ça isDead. Alors, les variables de type Boolean, comme vous pouvez voir ici, ce sont des booléens. Et les booléens, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des variables spéciales qui ne peuvent contenir qu'une valeur de type soit vrai ou soit faux. En gros, c'est elles qui vont stocker le détail. Vous allez voir que là, je vais compiler, et la valeur par défaut, c'est juste une case à cocher. Et en gros, qu'est-ce que cette case va représenter? Elle va représenter vrai ou faux. Là, isDead va être égal à faux, donc ça veut dire que le personnage n'est pas mort. Donc ici, cette variable-là va stocker est-ce que le personnage est mort ou pas. Donc là, je vais même venir dans tout le type ici, et je vais taper permet de savoir si le personnage est mort. Donc là, une fois que je compile, vous allez voir que si je mets ma souris dessus, on met le petit détail qui permet de savoir si le personnage est mort. Au moins, vous pouvez vous rappeler plus tard de ce à quoi ça sert. C'est un commentaire, mais cette fois-ci dédié aux variables. Il y a la même chose pour les fonctions. Vous pouvez taper ici dans Description, vous tapez la description de votre fonction et tout ça va être stocké correctement. Et donc ici, le B isDead, la variable isDead permet de stocker l'état du joueur. Est-ce qu'il est mort ou non? Si c'est coché
il est mort. Si c'est pas coché, il n'est pas mort. Donc ici, je vais compiler ça pour coudre tout ça en arrière-plan. Et donc maintenant, pour calculer ce isDead, donc par défaut, on va le laisser à false, donc à faux, parce que par défaut, le personnage n'est pas mort, il a des points de vie. Et donc je vais venir dans l'event graph et je vais vous apprendre à créer votre propre événement. Donc ces trucs-là, vous allez venir ici, vous allez faire un clic droit et vous allez taper custom. Et vous allez prendre add custom event. Donc vous cliquez dessus. Donc pour info, le clic droit qu'on a fait permet en gros d'afficher toutes les possibilités de fonctions qu'on peut utiliser, donc les fonctions qui facilitent la création de nos jeux. Donc Unreal propose tout un tas de fonctions spécifiques comme le setActorLocation, le printString qui permettent de faciliter tout simplement le développement d'un jeu. Donc là, je vais sélectionner ça et je vais renommer cet événement. Donc je vais cliquer encore une fois dessus. Voilà, et Custom Event, je vais appeler ça Update is Dead. Alors, ce custom event, donc cet événement à nous, en gros, celui qu'on a créé, je vais le compiler et en gros, ça va fonctionner exactement comme une fonction. On pourra appeler cet événement-là en faisant par exemple update is dead et vous allez voir qu'on peut appeler ce qui se trouve ici. Et donc, une fois qu'on rentre là, tout ce qui est là va être exécuté et lorsque c'est terminé, on va ressortir par ici. Donc, quelle est la différence entre un événement et une fonction ? En gros, chacun des deux a ses propres avantages. Au final, c'est à peu près la même chose. Mais contrairement à une fonction, un événement ne peut pas renvoyer de valeur. On ne peut pas taper ici un return pour obtenir ce truc-là. On ne peut pas avoir le résultat d'un calcul. Par contre, un événement propose certains avantages, comme par exemple les fonctions qui proposent de la latence. Vous allez voir un peu plus tard, peut-être dans cette série, comment ça fonctionne. Mais sachez juste une chose, c'est que si vous voulez aller très loin dans l'optimisation, et que vous hésitez entre soit faire un événement ou soit faire une fonction, sachez juste qu'une fonction, en général, est plus optimisée qu'un événement. Donc si la logique que vous allez mettre là peut être codée dans une fonction, ça va être le cas pour nous d'ailleurs, et vous allez le faire dans une fonction. Mais comme ici, le but, c'est d'apprendre à créer toutes ces choses-là, donc on va quand même faire un événement ici. Donc là, on a le update is dead. Qu'est-ce que cet événement va faire ? Le update is dead va juste permettre en gros de vérifier si les points de vie sont inférieurs ou égaux à 0. Si jamais ils sont inférieurs ou égaux à 0, dans ce cas-là, on va changer la valeur de is dead ici et dans ce cas-là, on va cocher la case. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? On va faire appel à un nœud particulier qui s'appelle branch. Donc là, vous tirez un câble depuis le pin d'exécution, donc ça c'est un pin, le pin d'exécution, et vous allez tirer un branch, une branche. Un branch, en fait, c'est quoi ? Si jamais vous tirez un branch ici, vous allez voir qu'on a écrit flow control. Alors, flow control, c'est quoi ? C'est le flow d'exécution. Donc ici, le câble d'exécution, comme je vous disais, il exécute d'abord ce truc-là, et ensuite il continue sa vie et il exécute tous les nœuds qu'il va rencontrer. Donc le branch, comment est-ce qu'il va fonctionner ? En fonction de la valeur qui va être mise ici dans la condition, on va sortir soit par là ou soit par là. Si cette condition est vraie, donc true, on va sortir par ici. Si cette condition est fausse, donc false, on va sortir par là. En gros, c'est un si, alors, sinon, pour ceux qui connaissent l'algorithmique. Donc on va dire, si la condition est vraie, alors on passe par là. Sinon, on passe par là. Donc cette condition-là, qu'est-ce qu'on va tester exactement ? On va prendre les health points. Ici, je vais mettre un get pour récupérer la valeur qui est à l'intérieur. Et je vais tirer un câble depuis ça. Et je vais appuyer sur la touche de mon clavier inférieur. Donc inférieur, on va mettre inférieur ou égal. Et donc là, ici, on va vérifier, est-ce que les health points sont inférieurs ou égaux à 0 ? Et ensuite, le résultat de ce calcul-là, de ce test, en fait, de cette condition, va être branché ici. Donc là, en gros, ce qu'on vient de dire, c'est que si les health points sont inférieurs ou égaux à 0, donc vous pouvez organiser comme vous voulez les nœuds d'ailleurs, si c'est inférieur ou égal à 0, on va passer par là. Si ce n'est pas inférieur ou égal à 0, on va passer par là. Donc, qu'est-ce qu'on fait si jamais les points de vie sont inférieurs ou égaux à 0 ? On va prendre le isDead ici, on va tirer là, on va faire un set pour mettre à jour sa valeur et on va cocher ça. Donc, on va brancher le trou ici. Ensuite, je vais sélectionner ça, je vais appuyer sur CTRL-W pour dupliquer ce nœud-là et je vais mettre ça sur false. Et donc, si jamais c'est inférieur ou égal à 0, on va mettre ça à true, donc on va valider, on va dire le personnage cette fois-ci il est mort. Et si jamais c'est encore supérieur à 0, on va mettre ça à false. Dans ce cas-là, le personnage n'est pas mort. Donc je vais brancher ça, je vais sélectionner, et je vais faire un C pour ajouter un commentaire. Vérifie si le personnage n'a plus de points de vie. Hop, un S, ce serait mieux. Et donc là, maintenant qu'on sait calculer le isDead, je vais compiler ça. Et je vais revenir dans Update Health Points
Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, ce qu'on va faire ici, donc je vais faire un peu d'espace, c'est que à chaque fois qu'on va mettre à jour, on va vouloir faire appel à cette fonction-là pour mettre à jour également l'état du personnage. Est-ce qu'il est mort ou pas? Donc là, je vais prendre le Update Health Points. Donc si vous avez fermé ça, vous pouvez cliquer ici, double-cliquer, et ensuite ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tirer un câble et je vais chercher Update is dead. Donc vous voyez là, on a fait appel à l'événement qu'on a créé plus tôt. Donc l'événement qu'on a créé plus tôt a été appelé ici, et donc dès qu'on aura mis à jour les points de vie, on va vérifier, on va faire appel à tout ce qui se place ici, on va vérifier est-ce que les points de vie cette fois-ci sont inférieurs ou égaux à 0. Si c'est le cas, dans ce cas-là, le personnage est censé être mort. Donc là, en gros, le flow d'exécution va passer comme ça, donc il va exécuter ça, puis ça, puis ça. Et ici, ne vous inquiétez pas, peut-être que vous posez des questions, donc est-ce que là, on a perdu cette valeur-là? Non, pas du tout. En gros, c'est comme si ici, une fois qu'on sort de là, on a cette valeur-là qui est stockée dans ce câble-là et qu'on peut stocker ici. Donc, pour faire de la réorganisation, je vais vous montrer une petite astuce. Vous pouvez double-cliquer sur un câble et ça va vous créer ce reroute node. C'est un nœud qui permet de router plus facilement le câble. Donc là, je vais double-cliquer et ça permet juste de réorganiser et de donner un code qui est plus propre. Donc je compile et je sauvegarde, et c'est l'heure pour moi de vous féliciter puisque vous avez créé votre tout premier blueprint. Alors pour info, je prépare ma toute première formation, payante cette fois-ci, dans laquelle je vais aborder un sujet qui n'a quasiment jamais été abordé sur Unreal. Donc je vous invite à vous inscrire à la mailing list si vous voulez être averti lorsque cette formation va être disponible. En plus de ça, vous allez recevoir un petit cadeau de votre boîte mail une fois que vous serez inscrit. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Dans le prochain épisode qui va apparaître quelque part ici en haut, une fois qu'il sera dispo, nous allons créer cette fois-ci le blueprint du héros de notre jeu. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, allez, ciao! J'ai la banane, et en passant, ça autour de vous, et ça veut rien dire. C'est dur d'enregistrer dès que tu te réveilles. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire appel à ce qu'on appelle... Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire appel à... Putain, je bug. Je voulais faire quoi déjà? Ah oui, ok, ouais.